Je vais vous parler de 3 exemples de problèmes algorithmiques où intervient une notion d'incertitude. 3 exemples assez différents les uns des autres. Le premier, les moteurs de recherche avec l'incertitude des requêtes. Le deuxième, avec un certain jeu qu'on appelle le jeu de Renyi et Ulam. Et le troisième, des questions sur incertitude et confiance. On ne parlera pas spécifiquement d'incertitude dans les mesures ou les données qui interviennent, qui sont utilisées par l'IA, et on ne parlera pas de stratégie de prise de risque. Je me félicite d'ailleurs de ne pas en parler, puisque je l'aurais fait beaucoup moins bien que l'exposé précédent. Donc, voilà. Donc, je me lance directement dans le premier exemple. Incertitude lorsqu'il y a des requêtes ambiguës. Donc, mon problème, c'est que ma mémoire est défaillante. Donc, il y a un certain temps, quelques temps, je me suis posé la question, mais où est-ce que je vais aller le week-end du 8 août? Je pose la question à mon moteur de recherche préféré. Voyons, un festival, bon, j'écris, je l'ai vite fait, des sciences à Florence. Échec. Échec. Qu'est-ce qui marche? Il y a 2 façons de corriger ça. Si je dis festive, bon, encore une fois, je me trompe un peu dans l'orthographe, mais que je mets, non pas science, je mets astronomie. Je me dis, il me semble que c'était de l'astronomie, à Florence. Le premier résultat, c'est ici. Ou, si je dis fête à Fleurance. À Florence, il y a un certain nombre de résultats, et donc à peu près vers le 8e ou 10e, eh bien, c'est le festival qui a lieu ici. Comment le moteur de recherche a-t-il bien pu s'y prendre pour reconnaître, avec un succès pas mauvais, pour trouver ce que je voulais, alors que ce que je lui ai dit était pour le moins ambigu? Comment fait-il pour exploiter l'incertitude des informations que je lui donne dans mes questions? La première chose, c'est qu'il y a une certaine redondance dans la langue française. Il n'y a pas besoin de toutes les lettres. Donc, quand j'ai écrit Florence, j'ai oublié le E final, peu importe, on sait corriger. La langue française est suffisamment redondante pour que même s'il manque le E final, on sache que Florenc, en fait, ça veut dire Florence. Deuxième chose, le moteur de recherche n'est pas tout à fait sûr de ce que je veux, vu que ma question, elle est quand même brève et vague. Et donc, au lieu de me proposer une seule réponse, de dire voilà, ce que vous voulez, c'est telle chose, il va me proposer un ensemble de réponses. Et c'est dans cet ensemble que je vais pouvoir choisir celle qui me convient le mieux. Donc ça, c'est un choix qui a été fait au début du développement des moteurs de recherche, qui était original. Auparavant, l'idée, c'était une question, une réponse. Et là, on a eu une question, un ensemble de réponses. Et cet ensemble est satisfaisant si parmi les réponses, il y a celle que je cherche. Vous voyez, j'ai scanné la page et j'ai dit « Ah, c'est ça que je cherchais ». Donc l'algorithme ne peut pas décider, n'a pas suffisamment d'informations pour déterminer exactement ce que j'ai en tête, que je suis incapable de formuler précisément, mais il fait une partie du travail et il laisse à l'usager le soin de faire le reste, la partie qu'il n'est pas capable de faire elle-même. Donc c'est une façon de gérer l'incertitude, c'est de diminuer ses ambitions. Et puis, troisième chose, les usagers se ressemblent. Je ne suis pas très originale. Si je fais une recherche sur l'astronomie en français, début août, eh ben, je ressemble à beaucoup de monde qui font des recherches sur l'astronomie en français sur le moteur de recherche début août. Et ces usagers-là, où vont-ils? Ils convergent sur la page de ce festival. De même, si je fais une recherche sur Florence en cette période. Donc la clé, c'est que ce site web, actuellement, est un site populaire pour tous ceux qui utilisent le mot astronomie. Et donc, l'algorithme va regarder les sites qui concernent l'astronomie et va regarder les plus populaires et me montrer les sites les plus populaires.
en essayant de diversifier pour qu'il y ait plus de chances qu'il y ait ce que je veux dans les réponses. Mais je ne parlerai pas de la question de diversification. Alors, il va me regarder les pages les plus populaires et me les montrer. Comment calculer la popularité d'une page web? L'idée de départ du développement des moteurs de recherche contemporains, modernes, c'est d'utiliser la structure. C'est-à-dire que, historiquement, les générations précédentes essayaient de regarder les occurrences de mots, de paires de mots, de certaines phrases, faisaient une analyse du langage, de l'organisation de la page, de sa richesse, pour essayer d'évaluer sa qualité et donc sa popularité. Les moteurs de recherche modernes se basent sur une information indirecte extrêmement importante, c'est celle des liens. Donc ces popularités des pages web, par exemple Wikipédia, il y a beaucoup de liens sur Wikipédia. Donc Wikipédia est une page très populaire. Et donc, pour essayer de mesurer la popularité, on fait une modélisation des pages web. Dans quel ordre montrer les résultats? On va dire qu'une page est populaire, eh bien ça dépend du nombre de gens qui en parlent. C'est-à-dire du nombre de pages qui, dans leurs liens, ont des liens qui pointent vers cette page. Donc une page est populaire si elle a beaucoup de pages qui pointent dessus. Enfin, pas tout à fait. Il faut que ces pages-là soient elles-mêmes des pages importantes, des pages populaires. Donc surtout si les pages qui pointent dessus sont des pages qui sont elles-mêmes populaires. Et donc, on a là une définition qui se mord la queue, pour ainsi dire. Et comment faire pour calculer la popularité à partir d'une telle définition? Eh bien, on imagine un modèle d'utilisateur, un modèle très très simplifié, c'est beaucoup plus sophistiqué maintenant, qui part d'une page au hasard, qui regarde l'ensemble des liens de la page, qui clique sur un lien au hasard, qui va sur la nouvelle page, qui clique sur un lien au hasard, etc. Et au bout d'un certain temps, où est-ce qu'il arrive? Eh bien, il arrive sur une page, ça dépend de la popularité de la page sur laquelle il arrive. Alors, donc le temps passé par l'utilisateur à la fin sur une page mesure sa popularité. Alors, il y a quelques petits arrangements à faire pour ça, parce que, par exemple, il y a des impasses. Quelquefois, on clique, on va sur une page, et cette page-là, il n'y a aucun lien. Par exemple, ça peut être un PDF tout bête, classique. Donc, dans ces cas-là, il faut être capable de revenir en arrière. Et puis, quelquefois, on quitte un ensemble de pages et il n'y a pas de retour en arrière. Donc, en fait, pour tenir compte de ça, on fait un modèle un petit peu plus avancé, une étape de plus où on dit, en plus, l'utilisateur, une fois de temps à autre, il va redémarrer d'une page prise au hasard. Donc, l'utilisateur, on va dire empiriquement, avec proba 15%, il fait un saut sur une page au hasard. Il redémarre sa recherche. Avec proba 85%, il choisit un lien au hasard, il le suit, choisit un nouveau lien au hasard, etc., etc. Voilà, à chaque fois, proba 15%, 85%. Et dans ces cas-là, la popularité d'une page sera sa fréquence de visite. Donc cette méthode, qu'est-ce qui montre qu'elle marche? C'est théoriquement rien. Cette méthode, elle permet d'ordonner, de définir une popularité, donc la distribution stationnaire en fait. Mais en réalité, elle a été extrêmement efficace et maintenant c'est celle qui domine pour tous les moteurs de recherche contemporains. Et donc les idées qui ont permis de développer cela, c'est d'une part de donner plusieurs réponses aux usagers au lieu d'un seul, et d'autre part d'inventer un modèle mathématique pour estimer les popularités en se basant non pas sur le langage de la page, mais sur les liens entre les pages. Les liens représentant les votes des pages les unes pour les autres. Donc avec cela, on arrive à avoir un algorithme qui, de façon un peu magique, arrive à prendre une requête ambiguë où l'algorithme ne sait pas très bien ce que l'utilisateur peut vouloir, et malgré tout, lui donne un ensemble de réponses parmi lesquelles, vous savez qu'il y a un grand succès, une grande probabilité qu'on trouve ce qu'on cherche avec les moteurs de recherche. Donc ça, c'est un grand succès de la gestion de l'incertitude dans les données des utilisateurs. Donc c'était un premier exemple.
Deuxième exemple de gestion de l'incertitude, on va faire un petit jeu de Rényi et Ulam. Donc je change de sujet complètement. Si vous n'écoutiez pas, vous pouvez recommencer à écouter. Le jeu des 5 questions. L'algorithme doit deviner un nombre entre 1 et 32, un entier, en posant au plus 5 questions à un adversaire. La question, vous pouvez poser la question que vous voulez, mais la réponse c'est oui ou non. Et à la fin des 5 questions, il faut avoir trouvé le nombre. Alors, quand je préparais cet exposé, on m'a dit que l'idée ici, c'est que ce soit participatif. Donc voilà, un jeu, 2 joueurs. Je voudrais 2 volontaires. Alors, venez. Alors, qui fait l'algorithme? Qui fait l'algorithme? Je fais l'algorithme. Vous répondez, d'abord vous choisissez un nombre sans nous le dire. Ok. Non, vous posez 5 questions 5. Et vous répondez oui ou non à chaque question. Est-ce que c'est le nombre 10? Ça, c'est fait. Est-ce que c'est un nombre pair? Est-ce que c'est un nombre entre 1 et 15? Non. Est-ce que c'est un nombre entre 17 et 29? Non. Est-ce que c'est 31? Oui. Bravo! Bravo, nous avons des algorithmes extrêmement efficaces. Merveilleux. Mais ils se connaissent tous les deux. Hein. Bon, je pense que les gens que j'ai entendus rigoler, à mon avis, ils savent ce que je vais montrer maintenant. Voici une méthode un petit peu plus systématique pour arriver en 5 questions. D'abord, donc l'intervalle c'est de 1 à 32. D'abord on dit, est-ce qu'il est dans la première moitié de l'intervalle, entre 1 et 16? Imaginez que l'adversaire réponde non. Dans ces cas-là, on sait qu'il est entre 17 et 32. Il n'y a plus que 16 possibilités. On demande pour les 8 premiers nombres, est-ce qu'il est entre 17 et 24, compris? Réponse oui. Donc maintenant, on n'a plus que 8 possibilités. Dans ces 8, on prend par exemple les 4 premiers. Est-ce que c'est entre 17 et 20, compris? 17, 18, 19 ou 20. S'il répond non, ça nous élimine 4 possibilités, il en reste 4. Alors entre 21, 22, 23, 24, on va dire, est-ce que c'est 21 ou 22? Non. Donc on sait que c'est 23 ou 24. Est-ce que c'est 23? Non. Donc on sait que c'est 24. Alors si on fait comme ça, on est moins talentueux, c'est moins impressionnant, mais au moins ça marche, toujours. Ça marche toujours. Ce n'est pas une question de chance, il n'y a pas de hasard. Ça, c'était le jeu facile. Ok, donc ça fait 5 questions parce qu'on passe de 32 possibilités à 16, à 8, à 4, à 2, à 1. On divise par 2 5 fois, on arrive à une seule possibilité. Et maintenant, je passe à l'incertitude. Imaginez que la personne qui répond aux questions ait le droit de mentir une fois. Donc, dans les réponses aux questions, il y aura potentiellement une réponse qui est fausse. Comment faire pour trouver un nombre entre 1 et 32 avec le moins de questions possible? Ça, c'est le jeu de Rényi et Ulam. Alors, est-ce que j'aurais 2 volontaires, un peu matheux, qui seraient prêts à venir jouer à ce jeu, qui voudraient tenter leur chance? Bonjour. Vous êtes prête pour la version avec mensonge? Bonjour. Bonjour. Algorithme ou adversaire? Algorithme. Adversaire, vous êtes d'accord? Vous êtes prête? Vous avez un nombre?
Alors à chaque fois qu'il vous posera une question, il faudra que vous décidiez si vous allez répondre oui ou non. Vous avez le droit de mentir, mais une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Ou même 0 fois, si vous voulez. 0 ou une fois. Ok. Et vous, dans la salle, vous devez vérifier qu'elle respecte bien les règles. S'il y a une incohérence, vous me le dites. Ok. Non, c'est pas obligé de mentir. Elle a le droit de dire la vérité tout le temps, si elle veut. Mais elle n'est pas obligée. C'est faisable en 11 questions, je pense. Je pense que c'est Ah. faisable en 11 questions. Oh là là. Je crois que ici, j'ai un expert. Non. Est-ce que le nombre est entre 1 et 16? Est-ce que le nombre est entre 1 et 16? Attention. Elle a dit non. Non. Est-ce que le nombre est entre 1 et 16? Plus fort, s'il vous plaît. Plus fort. Est-ce que le nombre est entre 17 et 24? Non. Est-ce que le nombre est entre 17 et 24? Est-ce que le nombre est entre 25 et 28? Est-ce que le nombre est entre 25 et 28? Ok. Est-ce que le nombre est entre 25 et 26? Est-ce que le nombre est entre 25 et 26? Ah oui. Si tu changes ta réponse. Attends, est-ce que j'ai posé 2 fois 25, 26? Je sais plus. Oui. Est-ce que le nombre est entre 25 et 26? Non. Est-ce que le nombre est 25? Donc le nombre est 26, je crois. Non, ah non, mais mince, elle a dit non à 25, 26. Je me perds. Est-ce que le nombre est entre 27 et 28 alors? Est-ce que le nombre est 27? Donc le nombre est 28, je crois. Yes. Bravo. Je me suis un peu embrouillé quand même. Il y avait combien de questions? Il y avait plus que 11 parce que je me suis embrouillé. Oui, voilà. Donc là, c'était l'expertise, mais pas le panache. C'est ça. Merci. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Je sais pas si vous avez compris comment il a fait, mais et donc il a fait comme tout à l'heure, comme ce que j'avais fait dans le transparent d'avant. Voilà. Sauf qu'il a posé chaque question 2 fois. Et si elle, l'adversaire, si elle répond, si ces 2 réponses sont identiques, alors c'est forcément la réponse correcte. Parce qu'elle n'a pas le droit de mentir 2 fois. Donc il pose chaque question 2 fois, puis à un moment, un jour, si elle décide de mentir, elle va répondre une fois oui, une fois non. Le jour où elle dit ça, il faut qu'il repose la question une 3e fois pour savoir quelle est la vérité. Donc une fois, elle dit non, l'autre fois, elle dit oui, il lui repose la question une 3e fois, et cette fois-ci, elle est obligée de dire la vérité, parce qu'elle a dépensé son joker. Et après, à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle a fait ça, on sait qu'elle a dépensé son joker, on a une preuve qu'elle a menti. Donc à partir de maintenant, on sait que toutes les questions futures, elle dira la vérité. Donc toutes les questions dans l'avenir, on peut juste les poser une fois chacune. Donc, avec cette technique, que doit faire l'adversaire s'il veut obliger le plus de questions possible? Elle doit répondre tout le temps la vérité, non, non, oui, 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 non, non, etc. Sauf tout à fait à la fin. Tout à fait à la fin, elle doit répondre de façon contradictoire pour obliger une 3e répétition de la dernière question. Et donc avec ça, au lieu de 5 questions, il faut répéter chaque question 2 fois, donc ça fait 10 questions, plus une pour la dernière, donc ça fait 11. Donc le jeune homme, quand il a dit 11, il avait raison. Sauf qu'il s'est un peu planté dans l'exécution. Mais voilà. Donc bravo. Mais figurez-vous qu'on peut mieux faire. Mais là, je ne vais pas vous demander de jouer parce que je vais plutôt vous montrer. Parce que je ne pense pas que... Enfin, ce serait compliqué, je serais surprise si quelqu'un arrivait comme ça à trouver la stratégie. Alors, voilà, donc ça, l'idée numéro 1, c'est celle qu'il a eue. L'idée numéro 2. L'idée numéro 2, c'est de gérer l'incertitude
en explorant tous les scénarios possibles simultanément. Donc première question, est-ce que le nombre est entre 1 et 16 ? Réponse non. La deuxième question, normalement, ça devrait être, est-ce qu'il est entre 17 et 24 ? Mais peut-être que l'adversaire a menti. S'il a menti, le nombre en réalité est entre 1 et 16. Et dans ces cas-là, il faut savoir s'il est entre 1 et 8 ou s'il est entre 9 et 15, 9 et 16, pardon. Donc, on va poser la question. La deuxième question sera, est-ce que le nombre est de 17 à 24 ou de 1 à 8 ? Autrement dit, est-ce que le nombre fait partie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ? Alors, la réponse oui. Peut-être que cette réponse, c'est la réponse correcte. Peut-être que le nombre n'est pas entre 1 et 16 et qu'il est entre 17 et 24. La suite des réponses, la suite bleue, c'est si toutes les réponses sont correctes. Ou peut-être que l'adversaire a menti pour la première réponse, le nombre qui est en rouge, et après c'est entre 1 et 16, et les questions rouges sont pour gérer ça. À partir de maintenant, il est obligé de répondre la vérité. Donc si on lui dit, donc s'il a menti la première fois, c'est que le nombre est entre 1 et 16. Donc on va lui demander petit à petit, entre 1 et 8. S'il dit oui, ça veut dire qu'on va essayer entre 1 et 8, on coupe en deux, on coupe de nouveau en deux, et puis on trouve entre 1 et 2, il dit non, donc c'est 3 ou 4, on demande 3, il dit oui. Donc s'il a menti s'il a menti dans sa réponse à la deuxième question, le nombre vaut 3. Non, pardon, s'il a menti en répondant à la première question et qu'il a dit la vérité ensuite à toutes les questions, le nombre vaut 3. S'il a dit la vérité tout le temps, le nombre vaut 19. Et puis, on continue le raisonnement comme ça. On dit, imaginons qu'il ait le oui qu'il a dit en réponse à la deuxième question. Imaginons que ce soit un mensonge. Et dans ces cas-là, ça veut dire que le nombre, il était bien entre 17 et 32, mais il est faux de dire qu'il est entre 17 et 24. Donc, on continue, je me suis peut-être un peu trompée dans l'exécution, mais bon, vous voyez l'idée. À chaque fois, on déroule, parce que j'ai terminé ça dans le TGV et j'ai changé mon exemple plusieurs fois, donc j'ai peut-être une erreur dans les nombres. Là, c'est comme le jeune homme tout à l'heure, j'ai l'idée, mais c'est le panache qui manque. Et voilà, au bout de 5 questions, on arrive à ça. On arrive à, si l'adversaire a dit la vérité tout le temps, c'est 19. S'il a menti à la première réponse, c'est 3. S'il a menti à la deuxième réponse, mais qu'il a dit la vérité tout le temps sinon, c'est 11. S'il a menti à la troisième réponse, c'est 15. S'il a menti à la quatrième, c'est 13. Bref, on arrive à ça comme possibilité. 19, 3, 11, 15 ou 13. Donc là, après ces 5 questions, voilà où on en est. Voilà les connaissances qu'on a. On a comme possibilité ces 4 possibilités-là, plus le nombre 19. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais ici, ces nombres-là, si c'est l'un de ces nombres-là, on sait qu'il a menti. Donc, on sait que désormais, il dira la vérité. Donc, on peut poser des questions là-dessus pour réduire, est-ce que c'est 3 ou 11 ? Puis s'il répond oui, on dit est-ce que c'est 3 ? S'il répond non, on dit est-ce que c'est 15 ? Donc, en 2 questions, on peut déterminer lequel de ces 4 nombres c'est. Puis après, et puis après, donc après, au stade violet, on va dire, soit c'est le nombre s'il ne ment pas, bon, le nombre avec 0 mensonge, là il est devenu 12, mais bon, peu importe, soit c'est le nombre, il faut suivre l'idée, soit le nombre s'il y a un mensonge, et là on va déterminer, c'est 13. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On redemande, est-ce que c'est 12 ? Et il nous répond non.
Donc à ce stade, on va se dire peut-être que c'est 12, peut-être que c'est 13. Peut-être que c'est 12 et là, il a utilisé son joker, il a menti, ou peut-être que c'est 13. Mais là, dans les deux cas, l'adversaire a utilisé son joker, donc on n'a plus qu'une question à poser et ça nous donne la solution. Et donc ça, voilà, ça faisait 9 questions, la façon dont je l'ai fait, si je ne me suis pas trompée. En tout cas, ça fait mieux. Et donc, globalement, si vous partez de n nombres, la première phase, c'est à peu près le log n questions pour descendre à un seul nombre dans le cas où il n'y a pas d'erreur. Et donc, pour chaque possibilité de positionnement d'erreur, ça nous détermine un candidat. Donc, vous allez avoir combien de candidats? Log n. Environ 1 par question, puisqu'il y a log n possibilité de mensonge, log n plus 1, quoi. Donc, vous avez, à la fin de la première phase, vous avez log n candidats. Et après, pour déterminer lequel de ces log n candidats c'est, vous faites encore log n question pour déterminer parmi les log n lequel est potentiellement l'élément. Et après, vous n'avez plus que 2 candidats, vous faites encore 2-3 questions et c'est bon. Donc ça fait, au lieu que ça fasse 2 log n plus 1, ça fait log n plus log n, plus une constante. Et donc, et ça c'est à peu près optimum, au grand O de 1 près. Donc ça c'est la solution du problème d'Ulam de Rényi-Ulam lorsqu'il y a un mensonge. S'il y a 2 mensonges, il y a une suite de 3 articles qui ont été écrits pour trouver la bonne réponse. Donc là, je passe. Je passe, mais enfin, c'est le début de... Donc ça, c'est... Imaginez qu'il y a quelque chose, un algorithme qui marche lorsque les informations sont correctes, et maintenant, on veut le rendre un peu plus robuste en faisant pour qu'il marche, même si c'est légèrement incorrect. Donc même s'il y a un tout petit glitch, voilà, juste une petite erreur, on veut qu'il soit robuste à ça. Donc si les données sont presque parfaites, on veut qu'il soit un minimum robuste. Voilà, donc alors la première idée qui a été utilisée, c'est une idée très très classique, très très importante pour diminuer l'incertitude, c'est la répétition. Si on a une donnée qu'on n'est pas sûr, on recalcule, on remesure, on repose la question, on refait un sondage, on demande à plus de gens. La répétition permet de diminuer l'incertitude. Et puis la deuxième idée, c'est d'explorer simultanément tous les scénarios possibles. Au lieu de se lancer dans une seule direction, d'essayer de regarder, dire comme on ne sait pas trop où on en est, on va regarder l'ensemble des trajectoires possibles, des scénarios possibles. C'est ce que fait, par exemple, c'est ce que font par exemple les modèles de prédiction du climat. Quand vous les regardez, on ne vous donne pas juste une courbe, on vous donne un ensemble de courbes données par un ensemble de modèles parce qu'ils ne sont pas sûrs lequel est le bon. Et quand on regarde l'ensemble, la tendance est claire. Voilà. Alors une petite remarque, c'est que on pourrait imaginer qu'un moteur de recherche s'inspire de cette idée en ayant une partie interactive. Donc vous rentrez des mots, au lieu de vous donner un ensemble de réponses, quelquefois ça ne marche pas bien. Et quelquefois, à la place, il pourrait vous répondre « Pourriez-vous préciser votre question ?» en nous demandant des informations complémentaires. Par exemple, le site que vous avez en tête, ce Florent, est-ce qu'il est en France ou en Italie? Ce serait utile. Mais jusqu'à présent, ce genre d'interaction, ça n'est pas encore extrêmement... C'est pas parfaitement pertinent, c'est pas encore courant, parce que très souvent, ce qui se passe quand il y a l'interaction, c'est on parle et on reçoit en réponse « Désolé, je ne comprends pas votre réponse ». Et il n'y a pas de question, il n'y a pas le deuxième round, l'algorithme qui pose la question qui va permettre de préciser. Parce qu'en fait, l'algorithme, quand il est perdu, il ne sait même pas, il sait pas par quel bout prendre le problème pour nous faire préciser les questions vagues. Voilà. Alors, dans mes 6 dernières minutes, je vais vous parler d'un troisième sujet, incertitude, confiance et vérification.
Alors, je ne vous ai pas encore parlé de définition. Incertitude. Certitude. Passons au positif, comme on disait tout à l'heure. Certitude, l'une des définitions, la définition plus psychologique, la certitude, c'est l'état d'esprit de celui qui ne doute pas. Je n'ai pas parlé de ça jusqu'à présent. Mais ça intervient actuellement, des questions d'incertitude liées à la défiance des individus. Par exemple, je suis un petit peu dans les réseaux sociaux ce qui se dit sur le vaccin et le virus. Je lis « le vaccin tue ». Je lis « le vaccin sauve des vies ». Alors, que croire? Qui croire? Mais il y a des fausses informations. Et en fait, avec toutes ces rumeurs amplifiées par les réseaux sociaux, après, je ne sais plus où j'en suis. Et je me méfie de tout. Et voilà, on se retrouve avec une attitude de défiance et d'incertitude totale. On est dans un état d'esprit où on doute de tout. Pas de certitude. Alors que faire? Comment atteindre un certain degré de certitude? Alors autrefois, il paraît il suffisait de dire c'est vrai parce qu'un tel a dit que c'était vrai et que c'est l'expert. Mais au XXIe siècle, ça ne marche plus. En religion, on le voit bien. La certitude de l'existence de Dieu, maintenant, ce n'est pas juste parce que quelqu'un le dit. Ça nécessite un témoignage. En science, il ne suffit pas qu'un expert dise quelque chose pour qu'on le croie. Il faut un argument qui soit convaincant. Alors, comment convaincre? Sachant que les experts, souvent, sont arrivés à leur conclusion par une suite de raisonnements et de calculs qui demandent des années d'études universitaires. Comment convaincre le grand public de ce à quoi ils ne sont arrivés que parce qu'ils sont experts de leur domaine? Comment convaincre? Alors, il y a quelques principes. Par exemple, si on pense au vote, comment convaincre les gens que le résultat du vote, le résultat annoncé, c'est bien le bon résultat? Ça, c'est étudié depuis des siècles. On a des bulletins en papier qui sont déposés dans une urne transparente, avec des assesseurs qui surveillent, qui dépouillent, des observateurs qui contrôlent. Et les résultats sont publics, ce qui permet à chacun de vérifier que les résultats de son bureau de vote correspondent à ce que les observateurs ont dit qui était correct. Voilà. Donc à chaque étape, et ensuite c'est collationné, on peut faire la somme. Donc le résultat final est obtenu en collationnant un ensemble de résultats à une petite échelle, une échelle locale, et à chaque étape, chacun, le citoyen, peut vérifier que l'étape est valide. C'est-à-dire du point de vue collectivement, nous pouvons vérifier que le vote est valide. Ça ne demande pas d'expertise, ça demande un investissement collectif. Donc, qu'est-ce qui se passe là pour qu'il n'y ait pas de fraude? L'un des principes, c'est la transparence à chaque étape. Donc, à chaque fois, il y a des gens qui regardent ce qui se passe. Et puis, il y a peu d'incertitudes sur le résultat. Il peut y avoir quelques erreurs, bien sûr, en passant, mais avec tous les yeux qui surveillent, il y a peu d'erreurs et les erreurs sont faibles. Si on regarde l'impact des erreurs, c'est des erreurs à la marge. Donc, il y a peu d'incertitudes, mais c'est beaucoup de travail. Si on pense au vote sur Internet, avec un bulletin de vote numérique, comment peut-on être sûr que le résultat est correct? Il faut empêcher la fraude à chaque étape, du début à la fin. Toutes les étapes doivent être surveillées pour prévenir la fraude. Il faut faire une vérification de bout en bout. Et actuellement, ce n'est pas encore fonctionnel car ce n'est pas suffisamment simple en sachant qu'en même temps, il faut garantir le secret du vote. Donc il faut non seulement qu'il y ait une intégrité, mais en plus que le secret soit préservé de bout en bout. Donc les deux ensemble, pour l'instant, il n'y a pas de solution qui marche, qui soit réaliste, implémentable de manière pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir convaincre, pour pouvoir vendre sa méthode, pour que les gens soient partants, il faut faire simple. Donc la simplicité, la transparence, c'est des éléments qui aident
à emporter, à balayer l'incertitude. Donc, pour éliminer la défiance, ce qu'il faut, c'est qu'il faut permettre une forme de vérification. Mes parents me racontaient que quand j'avais 4 ans, je voulais des petits Suisses. Et ma maman me disait mais Claire, tu ne peux plus avoir de petits Suisses parce qu'il n'y en a plus. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit fais voir qu'il n'y en a plus. Donc elle a ouvert la porte du frigidaire, j'ai pu voir qu'il n'y en avait pas, et après j'ai arrêté de réclamer des petits Suisses. Ben, ça, c'est une attitude de bon citoyen qui vérifie, et après il est convaincu. Voilà. Donc, l'expert fait un calcul, il annonce le résultat. Comment convaincre le citoyen? Ben, ce n'est pas la peine que le citoyen comprenne toutes les étapes du calcul. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il puisse vérifier le résultat. Exemple. L'expert annonce 859 n'est pas un nombre premier. Si je vous dis 859 n'est pas un nombre premier, vous allez me croire ou pas? Vous allez me dire montre que ce n'est pas un nombre premier. Autrement dit, donne-moi des facteurs de 859. Vu que vous, pour trouver les facteurs, c'est un problème long et fastidieux, même par ordinateur, et même très long. Et donc, je peux aider, appuyer mon expertise pour convaincre, je vais dire, il n'est pas un nombre premier, car c'est le produit de 29 fois 31. Et là, vous êtes en mesure, vous-même, de vérifier ce que je dis. Même si vous n'êtes pas capable de factoriser, vous êtes capable de faire le calcul. 29 fois 31, calcul facile et rapide, qui permet de lever les incertitudes sur la validité du résultat. Et donc voilà, 29 fois 31, on pose l'opération, ou si on est paresseux, on demande à Google, on obtient la réponse 899. L'expert avait tort. 859, en réalité, est un nombre premier. Qui le savait? Bien. Donc, j'arrive à la fin de mon temps. Donc, je dis que ça, c'est lié à toutes les astuces apprises à l'école pour vérifier ces calculs. Et moi, il me semble que ces diverses astuces sont très importantes. Je trouve que c'est la vérification des calculs, check your work, devrait être enseignée systématiquement. Quand on enseigne la soustraction, à la fin de chaque soustraction, l'enfant devrait faire une addition, parce que c'est plus facile, pour vérifier que le résultat de sa soustraction est correct. Après chaque division, il faut faire une multiplication pour vérifier que le résultat est correct, et ainsi de suite. Et il y a des choses dans la vérification qui n'est pas si simple et qui demandent d'utiliser le hasard pour vérifier, mais là, je n'ai plus le temps. Si, on m'en donne un peu. Allez, je vais essayer en 1 minute. Alors, merci. Attention, c'est plus mathématique. Un produit de 2 matrices. Vous avez une matrice 3-3, une grosse matrice. Donc j'ai mis 3 parce que c'est le plus gros que je puisse faire à la main. Donc un produit de 2 grosses matrices, et voici le résultat. Et moi je vous dis, moi l'expert, je vous dis voilà, cette matrice-ci fois celle-là, c'est égal à ça. Et vous, comment vous allez faire pour vérifier? Oh, si vous faites le calcul, oh là là, c'est long, c'est fastidieux, il y a 9 entrées à vérifier, chaque entrée, il faut faire un produit d'une ligne par une colonne, oh là là. À la place, vous allez dire, bon, je ne vais pas tout regarder, je vais juste regarder 2 ou 3 entrées. Voilà, 345, je fais le calcul, bon, c'est bon. 291, je fais le calcul, ah, c'est bon. 390, je fais le calcul, ah, c'est bon. Ah, mais peut-être le 427, si ça se trouve, c'est faux et je ne m'en suis pas rendu compte. Si je regarde juste quelques entrées, je ne peux pas attraper toutes les erreurs. Donc comment faire pour être raisonnablement sûr que cette matrice est bonne sans avoir à refaire tous les calculs? Eh bien voilà l'idée. L'idée. Vous prenez un vecteur Z au hasard. Donc ça c'est pour ceux qui sont un petit peu matheux. Disons niveau licence.
l'université, L1 peut-être. Et vous vérifiez que donc, si AB égale C, alors AB appliqué à Z égale C appliqué à Z. Et comment calculer AB appliqué à Z? Ben, vous faites B appliqué à Z, puis le résultat A appliqué au résultat. Donc qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous calculez C appliqué à Z. Voilà, C appliqué à Z. Alors c'est, par exemple, la première entrée, c'est moins 2 fois 345, plus 1 fois 318, plus 3 fois 291, hop, c'est 500. Hein. On fait le calcul comme ça. Puis en haut, on le fait pour... On applique d'abord la matrice B à Z, on prend le résultat, 25, 19, 13, et on applique la matrice A à ça, et on obtient un autre résultat. Et on compare les deux, et on dit, ah, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Eh bien, si votre vecteur Z, si vous le choisissez au hasard, il va presque sûrement détecter les erreurs. Autrement dit, si le produit AB est effectivement égal à C, alors ça va toujours matcher, ce sera toujours bon. Donc vous direz OK. Mais si le produit AB est différent de C, alors quand vous prenez un vecteur au hasard, eh bien vous avez une grande probabilité de détecter l'erreur ici. Et donc, vous aurez fait juste quelques petits coups, 3 coups de appliquer une matrice à un vecteur pour vérifier toute la matrice, au lieu de calculer toute une matrice NN, ce qui prend beaucoup de temps. Donc on avait d'un côté un calcul qui prenait beaucoup de temps, de l'autre côté une vérification qui prend un temps négligeable en comparaison. Et donc ça, c'est un petit module de vérification qui devrait être ajouté à tous les modules de multiplication de matrices, juste pour être sûr, juste au cas où il y aurait des erreurs. Voilà, donc ça c'est le rôle du hasard dans la vérification. Et donc, on remplace l'incertitude due à la défiance par l'incertitude due au proba d'un événement rare. Là, on peut contrôler. Et en fait, ça c'est un exemple où trouver les bonnes astuces, ça demande une idée mathématique. Pour démontrer, il faut des connaissances mathématiques. Donc en fait, cette idée d'astuce, de vérifier une solution, d'avoir une méthode compliquée et de vérifier le résultat avec une méthode simple et rapide, eh bien ça, c'est un domaine de recherche de l'algorithmique. Voilà. Et sur ce, je m'arrête. Merci.